Bonjour à tous, bienvenue à vous tous qui nous écoutez. Nous recevons aujourd'hui un homme, c'est déjà le premier indice, un docteur, un neurologue plus exactement, le docteur Pierre Jean-Thomas Lamotte. Bonjour docteur. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, car vous avez écrit un livre qui pour moi a été une révolution, même si je sentais intuitivement certaines choses, comme quoi notamment la maladie n'était pas due au hasard. Vous en avez fait un livre en tant que professionnel, c'est pas rien. Ce livre s'intitule « Si la maladie n'était pas un hasard », apprendre à reconnaître les maladies développées par notre corps pour compenser nos grandes et petites déceptions émotionnelles et comment les éviter. Autant dire tout un programme. Et le livre recèle bon nombre d'exemples, notamment sur finalement qu'est-ce qui vous a amené à arriver à cette conclusion. Cependant, avant même de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir quelle a été votre démarche pour finalement arriver à vouloir écrire ce livre. Quelles ont été, je dirais, votre approche quand, en tant que neurologue, à Lisieux, vous avez fait votre travail et puis que vous avez peut-être constaté certaines choses. Oui, ma formation était quand même initialement une formation hospitalière. J'étais chef de service à l'hôpital et c'est en quelque sorte déjà cette intuition intérieure que la médecine que nous pratiquions et qui dissociait l'homme en petits morceaux avec ses symptômes et ses molécules qui étaient quelque part détraquées ne me satisfaisait pas du tout. J'ai donc commencé à écouter les malades, mais comme c'était impossible de le faire à l'hôpital, j'ai rapidement quitté. Je suis resté 5 ans en place pour aller donc en ville et écouter les malades. Et donc pendant plus de 20 ans, j'ai écouté les personnes. Et au fil du temps, donc, j'ai eu cette approche de la maladie et cette conviction et cette certitude. Et ensuite, il fallait comprendre tous les mécanismes et pouvoir les exposer. Donc, c'est toute cette expérience de 23 ans d'écoute que je relate dans ce livre. Et effectivement, c'est une approche complètement différente de ce qu'on m'a appris à la faculté et de ce qui se pratique par la plupart des confrères sur le territoire occidental. Alors justement, approche différente, on pourrait se demander qu'est-ce qui vous a interpellé, vous, en tant que médecin, neurologue, donc on va dire que vous êtes bien dans la matière, les pieds sur terre, commencer à se dire que, la maladie a peut-être d'autres causes que celles qu'on y connaît à l'heure actuelle, à savoir les virus, les bactéries ou toute autre chose. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ou ça a été uniquement suite à des rencontres que vous avez fait avec, comme vous le faites dans le remerciement au début, des médecins, des amis, des thérapeutes férus de psychosomatique? Oui, mais c'est au fil du temps que j'ai appris à connaître, bien sûr je ne suis pas le seul et cette approche-là est quand même très ancienne puisque si on prend un pionnier, on a Grodek qui est vers les années 1920, donc c'est quand même pas une approche tout à fait récente. Mais effectivement, je suis resté très isolé pendant longtemps et je me suis construit sur le tas, puisqu'il n'y avait pas de réflexion sur le sujet en dehors d'un cadre très limité des maladies dites psychosomatiques, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, les maladies de la peau, les cernes d'estomac, etc. Et donc, effectivement, cette quête intérieure, pour moi, c'était une nécessité d'en arriver là. Et j'avais besoin de suivre cette intuition-là et de vérifier que la maladie faisait partie, non pas d'un dérèglement de la matière, mais au contraire quelque chose qui était ordonné dans l'homme, puisque pour moi le spirituel est un échelon supérieur au psychique, qui est un échelon supérieur au physique. C'est pour ça que j'adore recevoir des invités tels que vous dans ce magazine Santé, Spiritualité. On parle bien du corps et de l'esprit, et en tout cas c'est ce que votre livre montre, en tout cas, parce que alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une thèse, si c'est un essai ou si pour vous c'est une évidence. J'en déduis que c'est une évidence pour vous, mais peut-être que pour certains, effectivement, de gros doutes seraient à l'approche de ce livre, surtout de la part de vos collaborateurs, de vos confrères, qui verraient peut-être ce livre comme étant, je ne sais pas, vous nous disiez juste avant qu'on prenne l'antenne que vous avez passé ce livre notamment à des neurologues, des confrères qui n'ont pas lu le livre. Oui, c'est pas étonnant, parce que je pense que à la base, il y a un travail important sur soi qui est nécessaire pour faire cette approche qui est quand même une approche psychothérapique. Tout le monde n'a pas envie de la faire, ou tout le monde n'a pas
le goût à la faire en y trouvant une certaine satisfaction. Donc je ne vais pas imposer aux médecins de devenir psychothérapeute. Par contre, dire que le psychisme n'a rien à voir dans la maladie, d'emblée rejeté sans avoir fait la moindre preuve, sans avoir étudié le moindre cas, c'est un petit peu difficile. Moi, mon expérience repose sur l'écoute de 20-25 000 malades, donc je peux dire quand même que ce que j'ai trouvé, ce que j'ai expérimenté, ça n'est pas une idée que je défends et un concept que je défends, c'est une expérience. Donc une expérience, c'est un chemin parcouru. Donc toujours avec nous le docteur Pierre-Jean-Thomas Lamotte, neurologue, pour son livre « Et si la maladie n'était pas un hasard ». Alors j'aimerais lire juste le premier paragraphe de l'introduction de votre livre, qui est pour moi très révélatrice de finalement pourquoi vous en êtes arrivé à écrire ce livre et les questions qu'on est déjà en droit de se poser par rapport à la situation actuelle de la médecine et de ses travaux. Pourquoi un pharmacien qui ne voit que des malades tout au long de sa journée, toute la semaine et même toute l'année, n'est-il pas plus souvent malade ? Pourquoi, après avoir vu en un jour 20 personnes terrassées par la grippe, soit 100 en une semaine, un généraliste non vacciné ne l'attrape-t-il pas non plus ? Pourquoi cette personne qui n'a jamais fumé a-t-elle un cancer des poumons, alors que ce fumeur invétéré qui grille sa cigarette depuis 50 ans n'a rien ? Pourquoi les femmes séparées ou divorcées sont-elles la majorité des cancers du sein ? Pourquoi tous les hommes ne font-ils pas un cancer de la prostate ? Voilà donc des questions qui, finalement, oui, on parle de la médecine et vous le décrivez dans votre livre telle qu'elle est aujourd'hui, à savoir qu'elle est censée être scientifique, 1 + 1 = 2. Or, on peut constater que certains symptômes ne déclenchent pas forcément certaines maladies. Ou du moins, comme vous le dites avec le cas du fumeur, quelqu'un qui fume toute sa vie n'attrape pas forcément un cancer des poumons, alors que quelqu'un qui n'a jamais fumé de sa vie va déclencher un cancer du poumon. Donc c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser par rapport à la médecine dite conventionnelle, qui elle est censée être scientifique. Or là, d'après les questions que vous posez, ça n'a rien de scientifique. Effectivement, donc l'approche que j'ai, c'est une approche qui inclut l'hypothèse d'un traumatisme psychique à l'origine des maladies. Effectivement, si on exclut cette hypothèse-là, on n'aura pas de possibilité de le mettre en évidence. C'est le premier point. Le second point, c'est que la dérive actuelle qui se fait dans notre monde moderne, c'est qu'on confond en général deux choses complètement différentes, c'est-à-dire que le langage est progressivement devenu menteur, ce que je dirais, c'est-à-dire qu'on vous fait acheter 20% de gratuit, alors que acheter du gratuit, ça paraît une impossibilité. Et la dérive est passée dans la médecine de la même façon. On a, grâce aux études statistiques, une facilité pour montrer l'existence de facteurs de risque importants, mais on s'est mis à assimiler facteurs de risque et causes de maladie, ce qui est, du point de vue scientifique, une impossibilité, puisque la cause d'une maladie, c'est ce qui donne 100%, dans 100% des cas, le symptôme. Donc, si vous dites que dans 80% des cas, on trouve le tabac comme cause d'une maladie, c'est forcément que ça n'est pas la cause du point de vue scientifique, puisqu'il faut 100% de vérification pour que ce puisse être la cause. Quand vous allumez votre lumière, vous appuyez sur votre bouton, ça s'allume à tous les coups. C'est pas 1 fois sur 5 ou 4 fois sur 5, c'est tout le temps. C'est scientifique. Voilà. Alors, vous avez parlé du docteur Grodek, qui a été le premier à faire le lien de la maladie égale déséquilibre psychique. Oui, absolument. Et même toutes les manifestations de l'activité humaine, pour lui, il avait déjà quasiment trouvé toutes les clés de lecture en disant que c'était une façon d'exprimer nos difficultés psychiques que de faire une telle ou telle activité, de faire telle ou telle maladie, de faire telle ou telle tenue vestimentaire. Enfin, il avait déjà décrit cela en mettant une accentuation sur la sexualité peut-être un peu trop forte à mon goût. C'était une sexualité primaire et qui, quelque part, rebute un peu quand on regarde Grottek. Tout est sexuel, depuis le clocher jusqu'aux chiffres, etc. Remarquez, c'est pas le premier à le dire. Hein. Non, mais il a appliqué ça à la médecine, vous voyez. Donc, effectivement, donc il avait une approche très intéressante, mais à l'époque, il n'avait pas d'outils comme le scanner et il n'y avait pas non plus de possibilité de connaissance des diagnostics avec le microscope qui nous permet de savoir les types de tumeurs pour isoler les microbes, etc. Enfin, il y avait tout un tas d'inconnus scientifiques, parce que la démarche que je fais actuellement, elle part non pas d'une écoute des souffrances du malade, elle part du symptôme, et il faut savoir quel est le type d'infection, si c'est une infection à staphylocoque, quel endroit du corps elle touche, etc., pour ensuite aller chercher la souffrance qui est exprimée sous ce symptôme. Comment, on va dire,
à l'époque de Grodek, comment on va dire la médecine a accueilli ces travaux? Il a été accueilli comme un psychanalyste, donc c'était plus un médecin, hein, c'était un psychanalyste, et quelque part il sortait complètement du champ. Il avait une clinique pour lui à Baden-Baden et il essayait de guérir des malades de son côté, mais il a été accueilli dans le milieu psychanalytique, mais pas dans le milieu médical. Il y a notamment une question qui peut se poser. Si effectivement les maladies sont d'ordre psychosomatique, pourquoi est-ce qu'on ne tombe pas plus souvent en dépression? Pourquoi est-ce que la maladie apparaît? Si effectivement on a un choc émotionnel qui déclenche une maladie, pourquoi n'avons-nous pas tous une maladie d'ordre psychologique, d'aller voir un thérapeute, de suivre une psychothérapie, et pourquoi la maladie apparaît-elle? Oui, alors la maladie, c'est toujours un épisode de difficulté, de traumatisme psychique, et l'arrêt d'une chose agréable peut être un traumatisme psychique. Bon. Mais ça n'est jamais à la première fois que nous faisons une maladie. C'est toujours le mécanisme d'une allergie, c'est-à-dire notre cerveau reconnaît à un moment donné un danger qu'il a déjà vécu, et c'est à ce moment-là que quelque part le cerveau dit « je ne veux pas revivre cette souffrance » et qu'il déclenche le symptôme pour essayer de compenser cette souffrance, pour essayer de ne pas la vivre. Je prends l'exemple souvent de Ray Charles parce qu'il est très simple. C'est un petit garçon qui, à 3 ans, voit son frère se noyer. Eh bien, pour compenser cette noyade, effectivement, il va se rendre aveugle. Et toutes les maladies sont des compensations a posteriori, donc complètement idiotes. Et sur le plan symbolique, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour faire comme si je n'avais pas pu connaître cette situation difficile. Bien, et ça c'est le premier point. Le second point, c'est que nous avons tous des fragilités particulières et que ça n'est qu'au niveau de cette fragilité qui est fonction de notre histoire que nous allons pouvoir être mis en difficulté parce que nos possibilités d'adaptation seront un peu déficientes. On a cette sensibilité. Je prends par exemple un enfant gâté qui aurait toujours eu tout ce qu'il exigeait, qui n'est pas habitué au manque. Je le crois très à risque de faire une maladie grave du foie, qui est le foie qui symboliquement permet de stocker contre le manque, et de terminer sa vie avec une hépatite C par exemple, ou un cancer du foie. Alors si j'ai bien saisi, pour reprendre l'exemple de Ray Charles, la maladie n'apparaît pas de prime abord par rapport à un choc émotionnel, mais il réapparaît par la suite pour compenser le fait de ne pas revivre ce qu'on a gardé en mémoire, qui nous ferait mal d'une certaine manière. Donc d'après l'exemple de Ray Charles, il serait tombé non pas suite à la mort, à la noyade de son frère, mais par la suite lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation plus ou moins similaire. Oui. C'est ce qui aurait déclenché la maladie. Oui, alors pour Ray Charles, bon, c'est difficile de l'interviewer maintenant, et puis de voir ses émotions. Moi, je pense que le premier choc de Ray Charles, ça a été de voir un petit frère naître après lui. Hein, c'était quelque chose d'insupportable, puisque c'est survenu la naissance du petit frère qui s'appelait Georges devait avoir lieu quelques 18 mois après, et ça, c'est le moment où le jeune enfant a besoin du regard de ses parents pour créer son identité. Et là, effectivement, si le regard des parents se détourne vers le nourrisson, c'est un choc terrible, et qui a été le premier choc donc de vision traumatisante, c'était le petit frère. D'accord. Oui, mais la petite histoire dit qu'il n'est pas devenu aveugle du jour au lendemain. Non, c'était... Alors, est-ce qu'on peut, je me fais l'avocat du diable, c'est un milieu très pauvre, sa maman s'en occupait d'une façon excessive, c'est vrai, c'est peut-être là aussi le choc, premier choc avec la naissance du fils, mais est-ce que dans des situations aujourd'hui, par exemple, il aurait perdu la vue? Est-ce que c'est inévitable, irréversible? La maladie, j'ai pas de détails sur sa maladie. Ce qu'il avait, c'était un glaucome. Souvent, les glaucomes sont associés à une hypertension oculaire, donc l'on peut traiter médicalement aujourd'hui, bien sûr. Mais dans 20% des cas, il n'y a pas du tout d'hypertension oculaire. C'est une atrophie primitive du nerf optique. Et quand on sait que le nerf optique, c'est un bout de cerveau qui va jusqu'à la rétine, hein, ça n'est pas un nerf comme les autres nerfs crâniens ou comme les nerfs au niveau du corps. Quelque part, c'est une sorte d'Alzheimer de la vue qu'il a fait. Donc c'est quand même très jeune, voilà, puisqu'il avait tout à fait particulier. Il était complètement aveugle à 7 ans. À 7 ans, c'est ça. Mais bien sûr, c'est pour donner une image, pour voir que c'est quelque chose, un tableau qui s'installe très progressivement, où on détruit progressivement un endroit du système nerveux central.
Il y a un exemple, alors il y a de nombreux exemples pour étayer votre livre. Un de ceux-ci, par exemple, s'appelle un hold-up aux conséquences prévues par la police. Monsieur E, directeur de banque, a vécu un hold-up sanglant avec des collaboratrices prises en otage. Arrivé sur les lieux, le commissaire de police avait mis le personnel de l'agence en garde. Mon expérience de policier montre que ceux qui ont vécu un hold-up de ce type développent après des maladies graves, voire des cancers à cause du trauma. Quelques mois plus tard, un virulent cancer s'était développé chez Monsieur E et l'a emporté en quelques semaines. Alors, il y a, on l'aura bien compris d'une certaine manière, la maladie apparaît pour compenser quelque chose. Une émotion, un choc émotionnel que l'on ne désire pas voir. Mais dans ce sens-là, comment est-ce que vous avez défini dans quelle mesure une maladie arrive, la vitesse de l'apparition de la maladie? Il y a notamment dans le livre, vous mettez en évidence que à travers certaines maladies, elles arrivent 6 mois après un choc émotionnel, et d'autres qui mettent des fois plusieurs années. Oui, alors bien sûr, il y a des maladies qui se déclenchent au moment du choc directement, c'est-à-dire du jour au lendemain, et c'est le premier cas. Mais il faut que ce soit donc une souffrance que j'ai déjà connue antérieurement, qui peut être une souffrance infantile. Si cette souffrance n'a pas été infantile, je l'ai connue beaucoup plus tard, et donc il y aura un conflit programmant qu'il faudra retrouver dans l'histoire du sujet. Je prends par exemple l'exemple d'un enfant qui aime faire de l'alpinisme comme son père, donc il s'entraîne dans une salle de sport. À l'âge de 9 ans, il est avec un copain, il lui dit « tu m'assures pour que je redescende », donc le premier de cordée lui dit « oui, tu peux descendre », et badaboum, il se retrouve 9 mètres plus bas. Voilà un conflit sensibilisant, donc programmant. Il ne fait pas de maladie, il n'a pas de traumatisme, il n'a rien, hein, mais il est sensibilisé, attention. Et son cerveau va reconnaître ce danger-là quelques années plus tard, quand à l'âge de 15 ans, son père en montagne lui demande de prendre la tête de cordée. Il est très fier, il n'a aucun stress, au contraire, mais son cerveau reconnaît le danger. Le premier de cordée risque de laisser tomber le second. Et donc, il va développer une maladie qui, symboliquement, fait de lui un homme très fort, c'est-à-dire une maladie d'adulte, ce qu'on appelle une leucémie lymphoïde chronique, qu'on voit en général plutôt à 60 ans. Et qu'est-ce que c'est que cette maladie, justement? Donc, c'est une maladie où on développe des cellules de la défense pour être beaucoup plus fort et pour qu'on ne soit pas en état de faiblesse. D'accord. Et donc, notamment, est-ce qu'une maladie disparaît dès le moment où on en prend conscience? C'est pas la prise de conscience de la maladie. Ce qui est important, c'est de voir ce que l'on ressent au moment du traumatisme. C'est-à-dire que des personnes vont pouvoir vivre des circonstances identiques. Le ressenti va être complètement différent. Il n'y a qu'à interroger les gens qui sont témoins d'un accident. Ils vont avoir des versions complètement différentes parce qu'en fonction de leur histoire, ils vont avoir capté les événements de façon très différente. Et donc là, effectivement, c'est le ressenti qui m'intéresse, puisque quand je vais avoir un symptôme et qu'il y a une compensation, je vais m'attacher à trouver le ressenti commun à toutes ces pathologies qui sont semblables et qui doit être, dans 100% des cas, pour être scientifique, le même. Donc la difficulté pour moi, c'est d'aller retrouver dans l'inconscient de ces personnes ce moment où ils ont pensé quelque chose de très particulier. Alors je donne un exemple, par exemple, d'une femme qui venait se consulter pour une paralysie. Elle avait du mal à lever les doigts de la main droite et à relever la main même. Donc elle venait avec la peur de se paralyser de son hémicorps droit. Et pour moi, je ne trouvais pas de maladie d'explication neurologique grave. Donc je l'ai incité à rechercher la situation qu'elle avait vécue juste avant l'installation du symptôme. Et finalement, elle a fini par retrouver un épisode de vacances avec quelqu'un de sa famille, je pense que c'était un beau-frère. Un beau matin, le beau-frère se lève, il devient tout blanc, il perd connaissance, il tombe à terre et vomit du sang. Et à ce moment-là, effectivement, cette femme, qu'est-ce qu'elle pense? Quand elle revoit cette émotion, ça suffira à la guérir, mais elle revoit en même temps ce qu'elle a ressenti. Elle a ressenti la frustration de ne plus pouvoir jouer avec son partenaire de boule, ce qui est assez extraordinaire. Mais c'est justement ce côté un petit peu inavouable. On ne peut pas dire à la famille, merde, je vais plus pouvoir jouer aux boules quand on est dans cet état dramatique. Et c'est le fait de ne pas avoir pu partager cette frustration qui fait que le symptôme se développe. Effectivement, la paralysie, c'est celle du lancer de boule. Donc le lien est facile à faire dans ce cas-là. Alors, à travers cet exemple, il est important de préciser que dans le livre, vous en êtes arrivé à la conclusion que selon la partie du corps touchée, symboliquement, tout le corps représente quelque chose. Alors, le devant, c'est le futur,
sur les côtés, c'est le présent, et dans le dos, c'est le passé. Selon si c'est la partie droite ou gauche du corps qui est atteinte, là aussi, il y a une symbolique. Alors, je vous laisse définir pour les auditeurs qui nous écoutent un petit peu quelles sont les parties du corps qui correspondent à telle ou telle... Voilà. Donc, on peut effectivement regarder la latéralité. Donc, si vous avez un symptôme qui survient du côté droit du corps, pour un organe qui est pair, hein, bien sûr, et à ce moment-là, c'est que le conflit vous est venu de l'extérieur. C'est une personne qui vous a imposé de faire quelque chose, ou au contraire qui a fait quelque chose sans vous tenir au courant. Et là, c'est votre symptôme apparaîtra à droite. Si au contraire vous n'avez pas pu faire comme vous voulez quelque chose, le symptôme apparaîtra à gauche, soit parce qu'on vous a empêché de faire comme vous vouliez faire, soit parce qu'on vous a pas soutenu. Il y a toujours les deux possibilités. Ça, c'est le problème de la latéralité. Maintenant, la topographie du corps, on peut dire par exemple que la tête, le visage, c'est le face-à-face, donc avec chaque partie de la face qui va avoir une signification particulière. Le cou, c'est la communication. Si je descends plus bas, la cage thoracique, l'abdomen, c'est toute la vie familiale. Donc, on peut aller des ascendants jusqu'aux petits-enfants. Si on prend maintenant les membres, on va avoir les bras qui sont symboliques de l'action. Hein, donc on fait avec agilité quelque chose où on a de la force, un poignet de fer, on a le doigté au bout des mains, etc. Toutes les expressions du langage populaire qui nous orientent bien. Et les jambes sont symboliques de la relation. C'est-à-dire que je fais un pas vers quelqu'un, ou je fais des ronds de jambes à quelqu'un, etc. Et chaque fois, donc, il y a un problème au niveau des membres inférieurs, ce sera un problème de relation. Quand ce sera au niveau des membres supérieurs, ce sera un problème d'action. Et chaque partie, donc, d'un membre va avoir une signification particulière que je ne connais pas, mais que l'écoute va permettre de me retrouver. Par exemple, quelqu'un qui se plaint du côté de la cuisse et débordement légèrement sur le devant, eh bien, j'ai toujours trouvé jusqu'à présent une histoire de chien. C'est là où le chien vient chercher sa tête. Oui, ça n'est pas dans le livre, mais bon, c'était une censure de l'éditeur, ça. Donc, le chien vient pose sa tête sur le côté de la cuisse et vient chercher la caresse. Et quand j'ai une pathologie qui touche ce côté de cuisse et la sensibilité, le nerf qu'on appelle le fémoro-cutané, j'ai toujours trouvé une histoire de chien, par exemple. Et ça, et même j'ai transmis l'information à un collègue et la malade suivante lui a dit « Mais vous êtes séparé de votre chien ?» et votre femme est tombée en larmes aussitôt. Enfin, c'était la réalité et c'était ce qui la faisait souffrir d'avoir dû se séparer de son chien. Il est vrai que ça n'a pas été évident pour ceux et celles qui viennent vous voir. Déjà, d'une part, je ne sais pas s'ils savent la manière dont vous pratiquez l'écoute. En tant que neurologue, vous êtes pas commun. Leur inconscient est d'accord pour aussi bien me voir. Sinon, ils auraient un petit accident avant d'arriver chez moi. Mais c'est vrai que dès le moment où, en tout cas, après plus d'une vingtaine d'années à avoir pratiqué cette écoute et avoir vu symboliquement comment le corps compense des chocs émotionnels, de vous être retrouvé dans une situation où un patient vient vous voir, vous dites vous-même, suite à finalement ce pourquoi vient vous voir le patient, vous est arrivé telle chose ou telle chose, dire mais comment vous faites, docteur, vous êtes voyant, ou effectivement de tomber en larmes suite à finalement vos propres propos. Effectivement, comme les gens n'ont pas la lecture symbolique et n'ont pas accès, et puis n'ont pas été éduqués comme ça, ils sont souvent très surpris de ce que je peux leur dire directement. Je prends l'exemple de ma fille là qui récemment m'a signalé que son enfant âgé de 10 mois avait fait une pyélonéphrite droite, donc c'est une infection des uretères, c'était avec du colibacille, et lorsqu'elle m'a dit ça, je lui ai dit mais tu m'as jamais dit que tu voulais un garçon, parce que pour moi c'était la seule possibilité, c'est la non-reconnaissance qui fait que le bébé a une souffrance au niveau urinaire, puisque tout le monde sait que les mâles et femelles n'urinent pas de la même façon. Donc, quelque part, la petite fille qui n'avait pas le droit d'être une petite fille aux yeux de sa maman se retenait d'uriner normalement. Et quand est-ce que la maladie s'est déclenchée? Eh bien, j'ai voulu savoir exactement. Effectivement, la veille de l'infection urinaire, la maman s'est dit dans sa tête, mais dans le fond, c'est pas si mal une petite fille. Pourquoi est-ce que je n'en aurais pas deux? Elle s'est dit ça dans sa tête, l'information est passée d'inconscient à inconscient à la petite fille, et elle fait aussitôt son infection en disant « ça y est, je peux pisser comme une petite fille, je nettoie tout avec un colibacille, le bacille du côlon, et le côlon c'est l'identité, donc elle pouvait vivre avec son identité de petite fille sans problème. » Oui, alors c'est ça qui est énorme dans ce livre qui est transcendant, c'est que déjà d'une part, vous nous dites que l'inconscient et le conscient, sans même verbaliser les choses, agissent.
notamment par exemple entre la mère et l'enfant qui est enceinte de cet enfant, l'enfant durant la grossesse. Alors pour ceux et celles qui peut-être se sont retrouvés à avoir des enfants qui avaient certaines maladies, certains symptômes, des déformations congénitales ou autres, on s'aperçoit que c'est l'enfant qui a pris des chocs émotionnels que la mère vivait pour compenser. Il a pris sur lui. Absolument, oui. Donc, quand le problème de la maman pendant la grossesse est en rapport avec cette grossesse, donc c'est l'enfant qui va porter la solution symbolique. Alors, il y en a qui sont très graves, effectivement, sur le plan des conséquences. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins graves. Je pense, par exemple, je prends l'exemple d'une personne que je vois qui a sur le dos de la main droite une tache noire qui est en face de l'index. Donc, pour moi, j'imagine, je fais tout de suite un raisonnement. Une tache noire, c'est pour se protéger de la lumière, c'est du soleil. Donc, quelque part, si elle se protège du soleil, c'est qu'il n'y avait pas assez de soleil, puisque on parle en compensation symbolique, il faut prendre l'inverse. Le soleil, c'est le père symbolique. Donc, quelque part, la maman souffrait d'un manque de présence du père au travail au début de cette grossesse, et l'enfant va faire cette tache noire qui fait comme si le père était présent. Voilà ce que j'imagine dans ma tête, et la personne confirme parce qu'elle connaît très bien l'histoire. Maman, au début de la grossesse, elle partait traire les vaches et s'occuper de tout le troupeau. Ensuite, elle allait faire ses 8 heures d'usine, et ensuite elle revenait et elle s'occupait de son troupeau. Et effectivement, c'était harassant pour quelqu'un qui a la nausée en permanence en ce début de grossesse, et elle a bien le droit de penser « Ah, si mon mari pouvait m'aider !» Et le papa, le pauvre, n'y était pour rien, et il ne pouvait pas l'aider et traire les vaches pour la bonne raison qu'il n'avait qu'une seule main depuis l'âge de 10 ans. Donc, effectivement, symboliquement, c'est le bébé qui fabrique cette tache noire pour symboliquement apporter l'aide au travail à sa maman. Alors, c'est vrai que c'est pas évident du tout, finalement, de ce que vous dites dans ce livre, parce que d'une certaine manière, il nous amène à prendre conscience que nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive, au-delà de la maladie en elle-même. Je prends quelques exemples. Vous en venez à nous parler à un moment donné de cet homme qui a tenté de se suicider avec un fusil de chasse et qui a touché certains organes au niveau de son ventre. Alors, je vous laisse mieux expliquer que moi cette situation, mais qui est tout à fait révélatrice, là aussi, il n'y a pas de hasard du tout, même. Oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui prend un fusil pour se donner un coup dans le ventre et qui va traverser de la paroi abdominale en avant, qui va traverser le côlon ascendant et puis qui va aller fracasser la iliaque derrière. C'est une drôle de façon de se suicider. On comprend mieux lorsqu'on connaît la symbolique, cette problématique. Puisque au niveau du côlon, j'ai dit tout à l'heure que c'était un problème d'identité, mais le côlon ascendant, c'est tout bêtement un problème avec des ascendants ou un problème d'ascendant. C'est ce qui peut être les parents, les grands-parents, etc. Donc quelque part, il vient crever quelque chose au niveau de ses ascendants. Et puis l'os iliaque, c'est l'os qui porte l'enfant pendant la grossesse. Et c'est du côté droit donc qu'il fait cette lésion, c'est-à-dire que quelque chose est venu lui parler de son identité et de cet enfant, enfin de cet accueil de l'enfant. Et effectivement, avant cette tentative de suicide, cet homme-là a entendu cette parole atroce de son père, mais tu n'aimes pas mon fils, tu ne vaux même pas un cercueil. Donc c'est vraiment quelque chose, et donc on comprend effectivement avec cette lecture symbolique pourquoi la tentative de suicide s'est terminée comme ça et s'est réalisée de cette façon. Alors, c'est là où ça va vraiment très loin, c'est que vous nous dites que on est en train de faire la cuisine, on se coupe un doigt. Quel doigt a été touché? Est-ce que c'est sur le dessus du doigt, en dessous du doigt? Bref, tout ce qui peut nous arriver un peu au quotidien où on se blesse sans désirer se blesser, bien entendu. Là aussi, symboliquement, c'est une compensation pour le corps. Voilà, oui. Un exemple très récent, vous voyez que j'ai une cicatrice là au niveau du pouce. Qu'est-ce qui s'est passé? Je devais aller faire une émission de radio. Et donc j'avais prévu prendre le train et ensuite le taxi. Manque de peau, arrivé à la gare, il n'y avait pas de taxi. Je fais les boulevards, le bord de boulevard pendant plusieurs centaines de mètres et il n'y avait toujours pas de taxi. Et je n'avais pas de solution de rechange, je n'avais pas étudié le plan, j'ai pas une très bonne vue et les plans c'est écrit tout petit, donc je ne savais absolument pas. Et ma trouille c'était effectivement de ne pas arriver à l'heure. Donc je m'en suis voulu quelque part de ce manque de protection que je m'étais donné, de solution de rechange, du peu de protection. Et donc n'étant pas d'accord, il a fallu que, comme je ne me suis pas exprimé,
symboliquement, je me le dise. Et je me suis dit avec mon sac à dos, il y a un petit bout métallique qui m'a coupé là, à la base du pouce. À la base du pouce, en dessous, pour dire je ne suis pas d'accord avec le peu de protection que tu t'es assuré. C'est donc le pouce gauche, puisque c'est moi qui ai mal fait le boulot. Et ça s'est mis à pisser le sang pour enlever toute cette énergie. Le sang, c'est de l'énergie, hein, c'est du glucose, c'est de l'oxygène. Toute cette énergie que je n'avais pas eu pour me protéger. Donc je fais une compensation en sens inverse. Vous voyez que c'est absurde. Mais même cette petite blessure, quand on comprend la symbolique, on s'aperçoit que on est tous polytechniciens, qu'on est capable de se faire du mal pour quelque part compenser une déception. Et puis il y a un petit côté inavouable. Là, j'étais un peu con quelque part de ne pas avoir prévu. On sait que les taxis c'est pas toujours disponible et qu'ils sont pas tous à m'entendre. Donc il y avait le côté inavouable de se faire piéger, d'être un peu voilà. Et on va trouver toujours cette notion d'inavouable. Quand quelqu'un me raconte une histoire par rapport à une maladie, un symptôme, et que je n'entends pas cet inavouable, c'est que ça n'est pas la bonne solution. Puisque c'est parce que je n'ai pas dit que mon verbe intérieur que je n'ai pas dit a besoin de s'exprimer, il se fait chair dans le symptôme. C'est fort, c'est très très fort là, ce que vous êtes en train de dire. Alors voilà, ce qui peut être une des clés pour éviter entre guillemets d'être malade, de se donner ces mots, ces mots MAUX que l'on n'a pas quelque part, enfin qui sont en nous en tout cas, parce que les mots MOTS n'ont pas été exprimés à haute voix. Donc la maladie, c'est quelque part un manque de communication, un manque de verbalisation de ce qui nous a dérangé, de ce qui nous a pas plu, de choses secrètes qu'on n'a pas exprimées dans nos émotions. Ce n'est que ça, ce ne sont que des non-dits des maladies finalement. Voilà, mais avec un manque d'humilité, effectivement, parce qu'il y a toujours un petit côté. Je raconte l'histoire d'une tendinite de quelqu'un qui n'a pas osé dire, qu'il avait dit à sa nièce, de toute façon, ta mère va crever. Effectivement, il se retrouve avec une tendinite du poignet, puisque l'affrontement se fait avec la main, on percute dans une porte, par exemple, on enfonce une porte, eh bien, il aurait dû éviter ça, et donc la tendinite touche le tendon qui va emmener la main de côté, mais on va pas aller raconter ce qu'on a raconté à cette nièce, personne n'a envie de dire ça. Donc il y a toujours ce côté inavouable, où on va pas me croire, où j'aurai l'air nul, où ça se raconte pas, qui fait que je pense par exemple à une femme qui vient pour des vertiges, elle va pas me dire d'emblée qu'elle préfère ses chats et que ses vertiges sont survenus à chaque fois qu'il y a eu un problème avec les chats, alors qu'elle est censée être mère de famille et s'occuper de son mari et de ses enfants. C'est vrai que c'est pas forcément évident enfin même pour les personnes qui viennent nous voir, c'est-à-dire que la personne a tel symptôme, vous essayez de définir quel a été le choc émotionnel et de partir à cette quête en posant des questions aux patients, et pas forcément évident surtout peut-être, ou je sais pas, un inconnu, puisque même si vous êtes médecin, vous n'êtes pas un ami ou quoi que ce soit, donc d'exprimer ce qui est inavouable, comme vous dites, c'est pas forcément évident. Voilà. Au moment où les gens viennent, ils n'en ont pas conscience d'ailleurs. Alors donc c'est à moi de faire le travail pour faire retrouver cette émotion, effectivement. Et l'une des méthodes, quand les gens sont très réticents a priori, enfin, oui, c'est de leur raconter 3 exemples successifs d'une pathologie qui ressemble à la leur, et aussitôt le cerveau va reconnaître à ce moment-là la situation. Ils sont bien obligés de retrouver et d'avouer que c'est exactement le même cas, la même problématique, puisque le symptôme est au même endroit. Et donc quand je connais et que je peux raconter des histoires, même des gens qui a priori sont très réticents vont être obligés de voir que c'est encore juste, effectivement. Alors la maladie, dans la manière dont elle peut se manifester, finalement c'est très aléatoire quand même. Autant il y a certains cas bien spécifiques où vous dites 6 mois ça suffit, on fait un retour en 6 mois en arrière, au jour près, et on sait qu'est-ce que c'était, donc oui. C'est une manière de le définir. On peut insister donc sur ces 6 mois, effectivement, puisque c'est un délai qu'on n'apprend pas en médecine. Et en fait, ce délai de 6 mois, c'est lorsque je vis un imprévu. C'est-à-dire que, bon, j'ai préparé une fête, etc. Et puis, il y a mon enfant qui a un accident de voiture, par exemple. Je suis obligé d'annuler la fête. Donc, un imprévu, c'est quelque chose qui va être ruminé par le cerveau et les symptômes n'apparaîtront que 6 mois, jour pour jour, quasiment,
pour la même chose. Et donc, ce qu'on appelle en général les dépressions masquées, avec des gens qui ne sont pas vraiment dépressifs, mais qui ont de la fatigue, qui ont des troubles du sommeil, qui ont des douleurs, eh bien, on va pouvoir retrouver exactement cet imprévu dans les 6 mois. Je prends un exemple, par exemple, d'une personne qui vient avec une douleur qui passe par l'arrière du bras gauche et qui descend un petit peu sur l'avant-bras. On appelle ça une névralgie cervico-brachiale, c'est une sorte de sciatique, et avec quelques troubles du sommeil. Si ces symptômes sont apparus au mois de septembre, je vais dire à cette dame-là, avec la topographie du trouble, qu'est-ce qui vous a privé de plaisir au mois de mars? Voilà. Et aussitôt, la personne me répond, je préparais la fête pour mon départ à la retraite et 15 jours avant, mon père est décédé. Alors, il y a une question que je me pose, c'est comment, d'une certaine manière, peut-on se débarrasser de la maladie? C'est-à-dire que la maladie est présente. Est-ce que dès le moment où je l'exprime, où le non-dit est exprimé, la maladie s'arrête? Ou alors, est-ce que, au contraire, des fois, dès le moment où on exprime la chose pour compenser, comme vous parliez tout à l'heure de votre fille, du cas de votre fille qui, finalement, une petite fille, c'est pas mal comme enfant, et puis c'est à ce moment-là que votre petite fille déclenche ces symptômes. Donc, comment définir finalement à quel moment arrive la maladie? C'est pour ça que l'écoute est importante, pour s'apercevoir effectivement qu'il y a des symptômes qui arrivent quand je suis en période de stress, ou au contraire, à l'inverse, quand ça va mieux. Tout ce qui est d'ordre de l'inflammation, de l'infection, c'est une période où je tourne une page. Donc, on sait que c'est toujours quand ça va mieux que je fais une infection, par exemple. Je quitte une peur de, je sais pas quoi, de pas supporter l'hiver, et je vais faire la grippe. Et puis, comme il y a beaucoup de gens comme moi qui sont contents de tourner la page sur l'hiver, on va faire la grippe en même temps. C'est une des explications qui fait qu'on ne fait pas la grippe l'été, alors que le virus, il est présent dans l'autre hémisphère et que les avions nous en amènent tous les jours. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'épidémie? Parce que la cause de l'épidémie, elle n'est pas là. Bon. Autre chose, donc le langage intérieur va me dire la possibilité de faire telle ou telle maladie. Si c'est un problème de futur, à l'avenir, je ne veux plus connaître ça, à ce moment-là, c'est un cancer. C'est vraiment ma carapace que j'augmente du tissu qui fait du volume pour ne plus reconnaître la situation. Si c'est au contraire ce qu'on appelle le conditionnel, si c'est comme ça, je suis en danger, on a ce qu'on appelle les maladies auto-immunes qui apparaissent à ce moment-là. Voilà. Autre chose, les tissus, ils ont différentes significations. C'est-à-dire que ce qui est le tissu de base de l'organe va se multiplier pour un cancer en période de stress, alors que ce qui est le tissu de passage, qui règle le passage vers l'organe, va au contraire développer un cancer quand la situation s'améliore. C'est le cas, par exemple, d'un cancer du col de l'utérus, d'un cancer du larynx, d'un cancer des bronches. C'est quand la situation s'améliore, quand la cause d'une dispute est terminée, que je vais développer. Donc, je peux m'être disputé à l'usine à l'âge de 30 ans avec un collègue, une bagarre violente. J'en ai pas parlé, surtout parce que j'ai pris la raclée. C'est moi qui ai pris la raclée. Et à 67 ans, je vois dans le journal que ce collègue est mort. À ce moment-là, la cause disparaît. Comme c'est moi qui ai lancé la bagarre, le cancer des bronches va apparaître du côté gauche dans les mois qui suivent. C'est d'ailleurs la réflexion que vous faites à vous-même dans votre livre, c'est que malheureusement, ce genre de maladie arrive quand le problème part. Est résolu. Donc c'est vraiment insupportable quelque part, effectivement, de voir ça. Alors, il y a notamment, vous mettez en évidence dans le livre, avec les mains. Alors, j'ai trouvé ça assez passionnant. Encore une fois, pour définir la compensation symbolique, vous vous référez au langage populaire, toutes ces phrases que l'on a, que nos grands-parents surtout avaient peut-être plus de facilité à nous délivrer. Vous avez réussi à vous réapproprier toutes ces phrases populaires, et notamment au niveau des mains. Alors les mains, c'est impressionnant pour ceux qui ont de l'arthrose où les doigts sont complètement tordus. Il y a une photo à un moment donné dans votre livre. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer justement la symbolique des doigts? Bien oui. Alors la symbolique des doigts, tout le monde la connaît en fait. Le pouce, c'est fondamentalement la protection. Quand on est petit et qu'on joue au loup et qu'on veut plus qu'on nous court après, on dit pouce. Donc c'est la protection. C'est l'empereur, quand il voulait sauver la vie d'un gladiateur, il levait le pouce déjà. Donc alors là, c'est la personne qui assure le mieux la protection le plus souvent, c'est la mère. Donc c'est souvent un problème avec la mère quand la protection qu'elle me donne n'est pas très bonne, ou la protection que je me donne dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de blessure. Voilà pour le pouce. Donc c'est le pouce qu'on suce
quand on n'a plus la protection de maman, qu'elle s'éloigne un peu et que je suis inquiet. L'index, c'est celui qui accuse, qui dit tu feras ça, tu feras pas ça, qui donne la direction. Et ça, c'est celui qui donne les ordres, c'est le père, qui doit en principe fixer les limites dans une famille. Le troisième doigt, bien souvent, le troisième doigt, il suffit de plier les autres doigts pour se rendre compte que... Vous voyez, je n'ai rien inventé, hein, une symbolique donc de sexualité. Il suffit donc de plier les autres doigts et puis de laisser les majeurs dressés. Vous voyez ce que ça donne aussitôt. Le doigt de l'alliance, eh bien sûr l'annulaire, donc c'est facile. L'alliance, ça peut être le mariage, bien sûr, le conjoint, etc., le partenaire, mais ça peut être aussi un ami, enfin, ou un associé. Et puis le petit doigt, c'est la vérité, mon petit doigt me l'a dit, c'est la vérité qui est cachée ou qui est transgressée, c'est le mensonge ou le secret. Ah, c'est flagrant. Alors, on voit par exemple que, là, pour des exemples que vous avez dans le livre, une main, alors c'est la main gauche, oui. Et l'index se tourne vers le majeur. Alors, le bout de l'index. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple ? Bien, donc, lorsque j'analyse un symptôme, bien, je prends le contraire puisqu'il s'agit d'une compensation. Hein. Donc, ça veut dire que le bout de l'index s'est écarté du majeur. Je viens de dire que l'index était souvent le père et le majeur, la sexualité, donc ma sexualité puisque c'est à gauche. Ça veut dire dans cette histoire que cet homme a souffert parce que son père a montré un désaccord flagrant par rapport à la sexualité de son fils. Et effectivement, il raconte que il s'est fâché avec son père parce que celui-ci lui a dit quand on est catholique, on ne divorce pas et on ne demande pas à son père d'être le témoin de son second mariage. Donc le père s'est écarté dans la relation et le rhumatisme vient compenser, vient faire comme si papa était parfaitement d'accord. Il était toujours resté là. Ouais, c'est impressionnant. Et alors, t'es à mes côtés, on va dire. Et est-ce qu'il en est de même pour les doigts de pied ? Alors les doigts de pied, bon, c'est vrai que le décodage le plus fréquent, les doigts de pied, les orteils, le gros orteil, c'est la maman, c'est le côté affectif. Hein. Et souvent les orteils sont des frères, qui soient réels ou des frères symboliques dans une communauté. Mais ils ont aussi une connotation particulière chacun. Donc effectivement, si c'est un problème de place par rapport à la maman, souvent vous voyez que des femmes ont ce qu'on appelle un hallux valgus qui se déforme. C'est-à-dire que quand la maman s'est détournée un peu de moi, eh bien je vais faire une déformation qui ramène la maman vers l'enfant que je suis. Donc c'est une pathologie excessivement fréquente. Bon, mais ça peut être aussi le contact que j'assure. Je pense aux ongles tout de suite parce que les ongles n'ont pas la même signification au niveau des doigts de pied et des mains. Les ongles des mains, c'est fait pour repousser, c'est fait pour chez l'animal, il se défend, il griffe, ou au contraire, il creuse son terrier. Donc quelque part, c'est de la protection. Donc quelqu'un qui ronge ses ongles, c'est qu'il a souffert d'une mise à distance. Il ne supporte pas que maman s'éloigne et je ronge mes ongles pour lui permettre de s'approcher quelque part. Au niveau des orteils, les ongles sont faits au contraire pour s'agripper. Donc si je me suis pas agrippé à un moment, si j'ai quitté le sol, je me suis pas accroché à mon sol natal et que je me sens coupable donc d'être parti à distance pour travailler, surtout quand maman tombe très malade et qu'elle fait un Alzheimer, eh bien par compensation, je vais me mettre à vernir mes ongles en bleu, qui fait la compensation du bleu, ce qui fait croire que je suis resté agrippé à maman et à ma terre natale. Oui, alors c'est assez incroyable. Hein. Je vous invite vraiment à lire ce livre qui est magnifique. Je vous rappelle avec nous en direct de la librairie de l'Inconnu, le docteur Pierre-Jean-Thomas Lamotte, neurologue, qui a écrit ce livre aux éditions Le Jardin des Livres. Et si la maladie n'était pas un hasard. Alors ce qui est limite, comment est-ce que je pourrais dire ça, angoissant parce que quand on lit votre livre, forcément, ça fait écho à notre propre vie, à toutes les blessures qu'on a pu se faire, accidentellement ou pas, toutes les maladies qu'on a pu avoir. Je me souviens, quand j'étais enfant, j'en avais pas conscience, mais ma mère me disait que j'avais fait des maladies à répétition, des otites à répétition. Donc, quel est le secret que je découvre dans ce livre? Que les otites, en fait, sont faits parce que soit maman ne nous a pas donné à manger quand on était bébé alors qu'on avait faim, ou alors à l'inverse, parce que elle donnait trop à manger et que l'enfant n'avait pas faim. Oui, là c'est le problème des amygdales. Hein.
des végétations, mais qui peuvent donner effectivement des otites. Hein. Mais c'est les enfants qui font les végétations, c'est quand la maman ne s'adapte pas aux besoins alimentaires de son enfant. Il doit prendre le biberon de 100 grammes et finir et il ne doit pas réclamer plus, par exemple. Et effectivement, les enfants deviennent symboliquement régulateurs de leurs besoins avec ces végétations. Mais une otite, effectivement, c'est quand même le morceau que je n'ai pas eu, puisque l'oreille, enfin la partie interne de la trompe d'Eustache, c'est l'équivalent de l'intestin. C'est donc les morceaux que je reçois ou que je ne peux pas cracher qui sont responsables. Et d'ailleurs, souvent, les otites, la première otite est à gauche et ensuite les otites sont à droite par la suite. Ah, je me rappelle plus. Mais ça n'est pas... Alors là aussi, quand il y a un nouveau-né, un enfant, et que cet enfant développe des maladies. Alors il y a certaines maladies par lesquelles on est vacciné, enfin on vaccine en tout cas nos enfants en bas âge. Ces maladies rares sont les enfants qui y échappent. Alors que sont-elles exactement? Je pense à la rougeole, aux oreillons. Qu'est-ce que sont ces maladies finalement? Est-ce qu'elles sont là aussi un symptôme compensateur, ou alors est-ce qu'il y a peut-être dans la nature des maladies par lesquelles on doit forcément passer? Bien sûr, quand c'est une souffrance de grandir, c'est une souffrance de se couper de maman, de l'affection et de devoir aller tout seul et puis de donner aux petits frères et tout ça. Et chacune de ces étapes, lorsqu'elle se résout, va pouvoir donner en général une infection virale. Les maladies virales sont des étapes dans la façon de grandir, du développement psychomoteur. C'est pour ça qu'il y a un âge en général auquel on fait telle ou telle maladie. Par contre, les maladies qui sont dues à des bactéries, en général, c'est pour tout retourner la page sur un problème concret que dans la famille, ça n'est pas une étape de croissance et d'autonomie qui est en cause. Et c'est pour ça qu'on voit actuellement un certain nombre de coqueluches qui réapparaissent chez des sujets qui ont été vaccinés, donc ils ne devraient pas faire la coqueluche, mais ils vivent à 50-60 ans la situation de cette maladie et font leur coqueluche malgré leur vaccin et leur immunité présente. Vous nous disiez tout à l'heure que la partie droite du corps donc correspondait à quelque chose qui nous a été imposé. En tout cas, si la partie droite du corps a été touchée, si c'est la partie gauche du corps, c'est parce que on avait un souhait, un désir qu'on n'a pas pu matérialiser et on est déçu de ne pas avoir finalement arrivé à notre but final et que dans ce sens-là, on développe une maladie. Mais qu'en est-il de l'axe central du corps? Je pense notamment au sexe ou à la bouche. Qu'est-ce que représente la partie centrale du corps? La partie centrale du corps, c'est la ligne médiane, c'est-à-dire entre la réunion de la droite et de la gauche, c'est-à-dire l'endroit où je vais somatiser mes conflits de séparation, puisqu'il faut que les deux moitiés s'entendent bien quelque part, les deux parties de la relation s'entendent bien, et donc chaque fois qu'il y a une situation où je souffre d'un écart de l'autre, d'une prise de distance, qui peut être parce qu'il s'éloigne, ou qui peut être aussi une distance qui ne me convient pas parce qu'il est tout le temps sur mon dos. Donc chaque fois qu'il y a conflit de séparation, c'est la ligne médiane qui va parler, donc avec une connotation symbolique en fonction de l'endroit où le symptôme apparaît. Je me pose une question. Là, par exemple, vous êtes en face de moi, vous avez des lunettes. Oui. Alors, qu'est-ce que le fait de porter des lunettes, par exemple, pourrait symboliser pour vous? Est-ce que c'est vraiment... Je ne désire pas voir. Non, les lunettes... Ou c'est l'âge? Non, peut-être ni l'un ni l'autre. Peut-être ni l'un ni l'autre. C'est vrai que les lunettes, j'ai eu l'expérience de voir une myopie apparaître chez l'une de mes filles. J'ai 4 filles. C'était dans les semaines qui ont suivi un épisode où elle m'a vu tout nu, où elle s'est sentie coupable quelque part, et elle est devenue myope, incapable de voir à 4-5 mètres. Et je l'ai vécu et je l'ai observé. Je pense que des choses comme ça, on peut l'observer effectivement. Quelque part, il y a un danger, donc aussitôt le symptôme apparaît pour compenser. Mais alors, je n'ai pas été capable de voir papa tout nu et je suis myope. Alors, j'entends bien, mais est-ce que, par exemple, le fait d'avoir peut-être vu ça avec votre fille ou à travers de nombreux patients que vous avez pu rencontrer, est-ce que le fait d'en prendre conscience permet d'éradiquer, je dirais, un peu la maladie ou les symptômes? C'est vrai que moi, je travaille pas sur ces problèmes parce qu'effectivement, les malades qui viennent, quand ils viennent me voir, c'est parce que c'est le nerf optique qui est atteint ou c'est des problèmes de rétine ou je sais pas quoi. Mais je sais que des collègues ont eu des guérisons de myopie, enfin de troubles. L'œil est capable d'adapter, de se modifier dans sa forme, dans sa structure à chaque instant de la vie. Donc
pour moi, c'est pas impossible, effectivement, de récupérer lorsqu'on a une myopie et que la myopie disparaisse, non pas au cours de l'âge avec la presbytie, mais par un travail, effectivement, émotionnel particulier. D'accord, donc quelque part, vous faites une différence, si j'entends vos propos, entre le fait de prendre de l'âge, entre guillemets, d'avoir des signes de vieillesse, et puis, à côté, ce que le corps pourrait mettre en avant comme symptôme pour compenser des chocs émotionnels. Mais je sais par exemple que le corps régénère toutes ses cellules tous les 7 ou 8 ans, me semble-t-il. Donc on pourrait penser qu'on a un corps neuf tous les 7 ou 8 ans. Non, alors c'est très variable. Si c'était tous les 7 ou 8 ans, ce serait bien quelque part, mais non, notre revêtement d'intestin, par exemple, c'est quasiment tous les 24 heures que nous le renouvelons. Donc ça peut être très... Mais il y a des cellules, effectivement, qui ne se régénèrent pas. Dans notre cristallin, nous multiplions les cellules et petit à petit, donc elles s'accumulent les unes sur les autres. Et c'est ce qui fait au cours du vieillissement, effectivement, nos muscles sont plus assez forts pour essayer d'allonger ce sac qui est trop plein et qui fait que nos symptômes arrivent à partir d'un certain âge. Et on pourrait quand même se poser la question, suite à votre livre, si ça se trouve, la vieillesse en tant que telle, peut-être, serait due à ces petits chocs émotionnels ou à peut-être notre conception de notre monde, de la vision qu'on a du monde. Oui, effectivement, c'était la question que j'avais en tête il y a 48 heures. Je me disais, mais dans le fond, quelqu'un qui serait parfaitement paisible et neutre, est-ce qu'il ne vivrait pas beaucoup plus longtemps que ça? On dit que le vieillissement nous amènerait, s'il n'y avait pas de grosses maladies, jusqu'à 100-125 ans, mais... Oui, mais de toute façon, c'est impossible d'entrer dans la vie humaine sans conflit, donc c'est impossible. Donc, on pourrait peut-être se dire, rien n'est impossible. Hein, voilà, mais effectivement, on peut retrouver la Bible, la mort est entrée à cause des conflits dans la vie de l'homme. Il est clair que ce livre soulève des grandes questions, enfin comme on vient de le dire, existentielles. Hein. Ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire finalement, toutes les grandes maladies qui sont à l'heure actuelle... je dirais, cause de souffrance à travers le monde et qui cause bon nombre de décès. On pense notamment au cancer. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, le cancer a comme symbolique le scorpion ou le crabe. Donc là aussi, il s'agit d'une carapace. Et le cancer se forme par peur du futur, d'une certaine manière, pour se protéger. Oui, pour ne pas revivre à l'avenir une situation, pour être assez fort. Donc effectivement, quelqu'un qui reprend en main son avenir, effectivement, a beaucoup plus de chance que quelqu'un qui attend d'être soigné et guéri par les traitements. Prendre son avenir en main, c'est quand même une des bonnes solutions. Un vieil ambulancier me disait que avec son expérience à conduire les gens au centre anticancéreux, à voir la psychologie des gens et leur façon d'affronter la maladie, il avait une bonne prédiction des gens qui s'en tireraient, de ceux qui ne s'en tireraient pas. Ouais. Alors, qu'en est-il des maladies dites dégénératives? La sclérose en plaques? Alors, ce n'est pas une maladie dégénérative. Pour moi. Oui. Pour l'instant, la définition d'une maladie dégénérative, c'est la mort supposée régulière et progressive. Par exemple, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique sont des maladies qui sont... ça, ce sera le thème du prochain livre, je pense. Donc... mais effectivement, on retrouve la même notion, c'est d'une stratégie qui est déçue à un moment donné et qui fait que si j'atteins mon système nerveux central, c'est les projets et ma ligne de ma stratégie infantile qui a été trop déçue et que je détruis pour faire comme si je n'avais pas eu cette stratégie, donc ne pas pouvoir être déçu quelque part. Donc, est-ce que vous pourriez, par exemple, nous donner un exemple, justement, qu'on puisse bien saisir un cas de figure qui nous parle réellement? Voilà, je prends par exemple la naissance d'une maladie de Parkinson, comme j'ai pu l'observer. Une maman qui est très possessive et qui veut voir sa fille tout le temps, elle en a qu'une, et la fille lui répond, quand elle lui fait des reproches, mais tu sais bien que mon mari est artisan, donc faut que je l'aide, faut que je garde le téléphone, etc. Et un beau jour, la maman passe à l'acte en se disant, mais si je force un peu, là, elle viendra me voir beaucoup plus souvent. Et elle lui dit carrément à sa fille, tu choisis entre ton mari et moi. Pensant que, sans aucun doute, elle viendra aussitôt. C'est un appel au secours. Et la fille n'entend pas du tout de cette oreille, elle ne vient plus du tout voir la maman. Voilà, donc cette femme y est allée trop fort, après une décision dans la relation d'y aller trop fort. Et pour elle, c'était un imprévu. Elle n'avait jamais imaginé que sa fille refusait. Donc 6 mois plus tard, puisque c'est le délai de l'imprévu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une maladie de son côlon
mais avec une infection des diverticules du côlon, donc le sigmoïde. Cette maladie-là vient justement quand on a trop forcé pour imposer son identité. Et donc elle tourne une page sur cet épisode où elle sent qu'elle a trop forcé. Et puis elle se met à trembler du pied gauche. Donc le pied gauche, c'est la relation. Et quand j'ai trop forcé, quand j'ai été trop rigide dans ma relation, eh bien, je me mets à hésiter et à trembler, tout simplement. Pour compenser. Pour compenser. Encore une fois. Et effectivement, quand je pars de cette symbolique du Parkinson, et donc j'imagine une situation, je pose la question et la personne aussitôt me donne tout à fait une situation qui correspond. Il y en a certainement beaucoup dans sa vie à un degré moindre qui ont aussi, puisqu'on a un caractère. On est toujours blessé par certaines situations qui se ressemblent, mais on va trouver donc ces facteurs déclenchants de façon précise avec ce décodage symbolique, même pour une maladie de Parkinson. Mais là aussi, c'est pas parce que la personne en prend conscience que forcément la maladie va s'arrêter. Ben, le problème, souvent, effectivement, puisque je vous dis, il y a un côté inavouable. Dans le cas que je cite, peut-être que si elle a bien vu ses émotions, elle est capable d'améliorer son symptôme. Mais le mieux, effectivement, ce serait que cette maman aille s'expliquer, raconter son ressenti, sa déception à sa fille. Et à ce moment-là, effectivement, on pourrait sans doute lever une grande partie du conflit et l'amélioration des symptômes. Et alors, pour ce qui est de Alzheimer, de prime abord, le fait de perdre la mémoire ou de ne plus se rappeler, qu'est-ce qu'on pourrait penser au niveau de la compensation? On pourrait se dire que c'est un désir quelque part d'avoir à garder les meilleurs moments et ne plus se souvenir que le moment qu'on vit dans le présent est triste et qu'on n'a pas envie de vivre ça. Oui, c'est d'ailleurs se rappeler de telles choses que si c'est traumatique. Mais je ne raisonne pas comme ça pour la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que notre cerveau a une topographie très particulière pour traiter de façon inconsciente les problèmes. À chaque instant, chaque partie du cerveau va analyser par rapport à une stratégie infantile si c'est une situation qui me convient ou qui ne me convient pas. Et effectivement, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, que ce qui était sur la ligne médiane, c'est les conflits de séparation. Donc, quand j'ai un gros conflit de séparation, je vais avoir donc quelqu'un avec qui je ne peux plus échanger, puisque le cerveau s'est fait pour échanger des projets, des idées, et quelqu'un avec qui je ne vais plus pouvoir échanger. Eh bien, c'est ma ligne médiane qui va être en cause, et sur cette ligne médiane, il se trouvent les circuits de la mémoire. Donc c'est au moment où je ne veux plus ruminer ces problèmes de séparation que je détruis en même temps le symptôme, enfin le circuit de la mémoire. Quand je fais un accident vasculaire cérébral, c'est parce que j'arrête de ruminer telle ou telle chose, ma peur de ne plus être accueilli par ma femme, par exemple, que je vais faire un accident vasculaire cérébral dans une zone donnée qui va me donner une hémiplégie droite, mais c'est parce que je n'ai plus peur de perdre mon partenaire, donc, qui déclenche l'accident vasculaire cérébral. Alors il y a aussi, à travers ce livre, il y a plein d'exemples, c'est très très riche. Je me rappelle parce que c'est flagrant de cet homme entrepreneur qui donc à travers son entreprise était en train de couler, il était envahi de dettes, sa vie privée allait pas bien et il disait ça me casse les couilles. Et le fait de se répéter ça, alors c'est vrai, on a tous des phrases idiomatiques qu'on a chaque jour face à un problème, ça me saoule, ça m'énerve, ou bref. Et d'avoir répété cette phrase, ça me casse les couilles, mais il en est venu à développer un cancer des testicules, me semble-t-il. Oui. C'est-à-dire que nous portons tous ce fonctionnement préférentiel, cette stratégie, et donc avec des organes symboliques préférentiels, on va dire. Et donc notre langage fait des prédicats, et c'est pour ça que la consultation, elle est très attentive aux mots utilisés par la personne, parce que quelqu'un va vous parler en digestif, quelqu'un va vous parler en aérien, etc. Et vous avez déjà une orientation. Donc casser les couilles, c'est le problème de perte qui est en cause. Hein. La sexualité est une chose, mais les couilles, c'est la perte qui est traitée symboliquement avec ces organes. Alors, pour ce qui est des organes clés, alors on pense au cancer de la prostate, au cancer du côlon, qui est le premier cancer en France, me semble-t-il. Oui. Alors là, le côlon, vous disiez tout à l'heure qu'il s'agissait d'identité.
Oui. J'ai cru saisir dans le livre qu'il y avait aussi, à travers le fait de digérer les choses, que le côlon, donc, était ce symbolique de « je n'ai pas digéré telle ou telle histoire » ou « je n'ai pas digéré tel conflit dans ma vie ». Oui, mais là, le côlon, il digère pas tellement, il absorbe de l'eau, mais il digère pas. Mais par contre, l'estomac. Effectivement, ce qui ne digère pas, entre guillemets, c'est quelque chose par rapport à mon identité. C'est-à-dire que si un père dit à son fils brutalement que jamais il n'héritera de lui parce que, etc., effectivement, ce jeune homme qui a déjà un certain âge, puisque c'est des questions d'héritage, est à risque de développer un cancer du côlon transverse, parce que cette identité de fils n'a pas été reconnue. Le côlon transverse, c'est celui qui est entre le côlon ascendant, donc le père, et puis le côlon descendant, donc des enfants. Et donc le côlon transverse, c'est celui de ma personnalité. Et donc le cancer va se développer immédiatement, puisque là on n'est pas dans un orifice, alors qu'un cancer de la région rectale va se développer au contraire au moment où ça va mieux, où je suis enfin reconnu, accueilli, etc. Il y a aussi le cancer de la prostate, et quand on parle de la prostate, on pourrait faire référence par exemple à Mitterrand, et ça nous permet peut-être de définir le fait qu'il ait fait ce cancer bien spécifiquement, d'avoir une explication sur pourquoi aussi les hommes développent la prostate particulièrement. Ce sont les hommes vieillissants. Un jeune homme ne fait pas un cancer de la prostate. Et oui. Effectivement, il faut que quelque part la hiérarchie de la famille ou de la tribu ne soit pas respectée, où je n'arrive plus à faire régner l'ordre, où je n'arrive plus à satisfaire certains désirs. Il faut donc cette pensée-là pour que l'homme à nouveau se redevienne entre guillemets puissant et fasse régner l'ordre par un cancer de la prostate symboliquement. C'est énorme. Donc le nombre peut-être de chefs d'entreprise ou de personnes au sein de leur famille qui se voient remplacés par le beau-fils qui perd ce statut de entre guillemets chef, de maître, c'est incroyable. Enfin, votre livre est vraiment incroyable d'un point de vue personnel. Les maladies du cœur aussi. Alors, est-ce qu'on parle du cœur comme étant l'organe de l'amour? Est-ce que c'est réellement le cas? Le cœur, il est l'organe qui distribue l'énergie à essentiellement aux muscles et au cerveau, disons. Et donc, chaque fois que j'ai besoin d'une stratégie pour gagnante, il faut que pour mon territoire, pour me maintenir assez fort, on va dire, effectivement, je mets en jeu mes artères coronaires. Je risque de mettre en jeu mes artères coronaires. Donc le territoire d'un homme, c'est essentiellement, bien sûr, l'accueil de la femme, donc le couple, mais aussi son entreprise, son travail. Donc on peut très bien développer et faire des infarctus lorsqu'on a ce problème à défendre un territoire que quelqu'un d'autre convoite. Alors, j'avais une question qui s'est envolée. Vais-je m'en rappeler? Alors que j'en ai plein sur ma feuille, mais celle-là me tenait à cœur tout autant. Ce qui s'appelle la panne. Lorsque, par exemple, là aussi, on parlait tout à l'heure du cas des jambes, les jambes qui sont la symbolique du relationnel, une personne qui a des problèmes d'articulation, alors que ce soit aussi bien au niveau du coude, que ce soit au niveau du genou, est-ce que là aussi, ça, symboliquement, c'est pour renouer une relation qui a été interrompue ou qui se dénoue mal? Alors les articulations, donc c'est du tissu conjonctif des os, et ce tissu réagit de façon violente, on va dire, lorsque je tourne une page. Donc on va faire des poussées d'arthrose lorsque le problème n'existe plus. Si j'ai eu des problèmes de relation avec mon père importants et qu'il décède, je vais voir mes lésions arthrosiques apparaître au niveau des index après le décès de ce père. Si j'ai un problème de genou, il y a en général un problème d'acceptation de se soumettre dans la relation, soit c'est quelqu'un qui ne veut pas se soumettre, soit quelqu'un à terre. Voilà, bien, on voit tout de suite, et effectivement la pathologie apparaît au moment où, la pathologie d'arthrose, hein, quand ça ne marche pas et quand ça va mieux. J'ai fait une poussée d'épanchement synovial d'un genou droit.
le jour où ma femme ne m'imposait pas de la suivre pendant les vacances à faire les mêmes activités qu'elle. Donc vous voyez, la poussée d'eau à ce moment-là, c'est parce que effectivement il y a d'autres expériences où j'avais été soumis, on va dire, et cette fois-là, n'étant pas soumis, je fais ma poussée de synovite à ce moment-là. Il m'a pas semblé avoir vu dans le livre que vous parliez des dents. Alors on dit avoir une dent contre quelqu'un. Oui, je ne parle pas des dents parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur les dents avec un décodage précis pour chacun. Et puis, comme les gens ne se sont pas mis d'accord entre eux pour harmoniser leur décodage, donc je ne sais pas lequel prendre, et personnellement, donc j'ai pas écouté. Mais globalement, effectivement, les dents, c'est quand même soit pour séduire, on fait un sourire à quelqu'un, soit au contraire pour montrer les dents, pour être agressif. Et je peux dire globalement que les gens qui détruisent leurs dents, effectivement, c'est un problème d'agressivité rentrée, des gens qui n'osent pas donc se montrer agressifs et qui vont détruire leurs dents pour ne pas mordre, pour ne pas être capable de mordre. Donc effectivement, la symbolique, elle est là. Elle n'est pas dans les bonbons sucrés et la mauvaise hygiène, pour moi, et c'est une certitude. Et c'est quelque chose que j'ai appris à lire sur le scanner du cerveau. Il y a une région antérieure dans le cerveau où quand elle est très gonflée, on va dire, chez le sujet jeune, je sais que l'agressivité est rentrée. Et au contraire, si je vois que cette zone est complètement atrophique, je peux prédire que la personne a un double dentier quand elle a 70 ans. Il y a aussi la tumeur concernant le cerveau. Pourquoi là aussi avoir à se protéger? Alors qu'est-ce que représente le cerveau, puisque on pourrait penser le siège de la réflexion, de pouvoir s'organiser. Mais il y a eu des déceptions dans la relation. Donc quand je tiens la bonne relation cette fois et quand je suis enfin reconnu et apprécié, il faut que je garde cette solution. Donc effectivement, je développe cette zone du cerveau pour qu'elle soit solide et qu'elle ne me ramène pas à la case départ et que je connaisse le nouvel échec quelque part. Donc le tissu qui se multiplie, c'est du tissu qu'on appelle conjonctif. Tout ce qui est tissu conjonctif, c'est la structure. Et il faut que je sois vraiment solide dans cette situation pour ne pas perdre cette solution qui me satisfait. Et parce que les cancers du cerveau, les cancers primitifs surviennent toujours quand il y a une amélioration, une reconnaissance, une revalorisation importante. Et en fonction de l'endroit, effectivement, on peut dire le problème que présentait la personne. C'est-à-dire que vous, en tant que neurologue, vous avez les scans, et d'après les scans, vous pouvez être à même de dire le genre de problème en fonction de la localisation de là où des tumeurs primitives, effectivement, et éventuellement de sa nature. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un cancer, un glioblastome, c'est un problème général, relationnel, mais quand c'est un oligodendrogliome, c'est un problème familial. C'est de la reconnaissance par la famille ou la reconnaissance de la famille à un moment donné qui va déclencher le développement tumoral. Il y a aussi parmi les questions qu'on peut se poser sur les maladies, mais ce n'est pas uniquement les maladies, on l'aura bien compris, c'est aussi tout ce qui a trait entre guillemets au hasard ou à certaines choses de la vie qui, pense-t-on, on n'y peut rien, c'est comme ça. Je parle notamment sur les fausses couches. Oui, bien sûr, les fausses couches, on se demande pourquoi. Et on ne comprend pas. Le cerveau, et ça c'est de plus en plus fréquent maintenant, nous montre qu'avec l'arrivée de la pilule, on ne franchit plus le pas de faire la rupture avec la famille, alors qu'autrefois une jeune fille qui découchait pour la première fois et qui quittait son lien familial était enceinte à chaque fois. Maintenant, effectivement, la pilule permet d'avoir des relations sexuelles, mais bien souvent, on garde les attaches familiales et à ce moment-là, il est important de ne pas avoir d'enfants ou d'avoir une stérilité et c'est un problème qui est de plus en plus fréquent. Et on s'aperçoit que le cerveau est capable, lorsqu'on implante des embryons dans un utérus, d'inverser le fonctionnement des cils des trompes et d'emmener les embryons dans les trompes, puisque ça n'est pas le moment de faire une grossesse, on inverse le fonctionnement des trompes utérines. Le cerveau est capable de cela. Et donc les femmes font des grossesses extra-utérines alors que... Le cerveau ou l'esprit? Oui, je parle du cerveau, des formations de neurologues. Mais pour moi, comme effectivement, je pense que ça passe par le cerveau, c'est pour ça que je fais ce raccourci-là, effectivement. Alors, on n'imagine pas à quel point ces fameuses phrases populaires sont significatives. Vous en avez énoncé quelques-unes, donc je vous les donne comme ça d'emblée, les auditeurs.
Il n'a pas les reins solides, j'en ai plein le dos, il se fait de la bile pour elle, il s'en est rendu malade, je me ronge les sens, j'en ai les jambes coupées, cela me donne des boutons, se faire du mauvais sang, tu vas pas te casser la tête, elle a pris en grippe, on l'a mis à genoux, les bras m'en tombent, ça me prend la tête, ça me rend malade rien que d'y penser, tu me gonfles, ça m'ulcère, je ne peux pas le sentir, mon petit doigt me l'a dit, j'en ai plein le, on l'a dit tout à l'heure, il en a fait une jaunisse. Voilà autant de phrases qui, quelque part, nous demandent à faire vraiment attention et prendre conscience de ce que l'on dit. Hein, pour reprendre cet exemple de tout à l'heure, où finalement nous nous auto-conditionnons sans même nous en rendre compte à travers nos termes, nos propos, la manière dont on parle, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, notre cerveau connaît parfaitement la symbolique. Et le cerveau des animaux aussi connaît parfaitement la symbolique, et nous sommes capables de communiquer symboliquement avec les animaux qui savent faire que ça. Un chant d'animal, c'est pas un langage, c'est une symbolique. Un cheval qui couche les oreilles, c'est de la symbolique. Un chien qui remue de la queue, c'est de la symbolique. Donc cette communication symbolique est extrêmement bien connue de chacun des individus, qu'il soit animal ou être humain, mais nous n'en avons pas conscience. Et c'est pour ça, effectivement, que nous émettons plein de signaux. Et mon travail, effectivement, c'est de mettre ça en lumière et d'amener ça à la conscience. Mais quand un animal vient me griffer ou me mordre, quelque part, c'est parce qu'il a perçu dans mon cerveau la nécessité de me griffer ou de me mordre à tel ou tel endroit. Pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est fort, quand même. Fort de café, c'est à dire à certains. Et là aussi, vous nous dites finalement dans une certaine forme de, alors pas de conclusion, mais que la manière dont vous approchez cette médecine, ça serait idéal pour les psychothérapeutes, pour les psychiatres. Non, parce qu'ils connaissent pas toute cette symbolique et toute cette thérapie brève. Donc on est parti effectivement sur des concepts issus de Freud et de ses disciples. Et donc la psychologie ne connaît pas cette compensation symbolique, alors que le commerce moderne le connaît parfaitement bien. Si vous avez autant de modèles de montures de lunettes, de t-shirts, de chaussures, etc., de piercings, de tatouages, c'est parce que on a fait intuitivement, on a compris que quand quelque chose me fait du bien symboliquement, je suis prêt à le payer beaucoup plus cher. Donc, c'est ce qu'on appelle l'économie. Oui, hein, c'est vrai, l'économie donc de l'individualité. Mais c'est vrai que du moment que ça me fait du bien, je vais payer 3 fois, 4 fois le prix normal parce que ça me fait du bien quelque part. Et je n'en ai pas conscience. Un bijou va me plaire pour une raison tout à fait consciente, mais je ne sais pas du tout pourquoi mon inconscient me guide à acheter cela. Ouais, c'est pour ça que, à travers un des exemples que vous donnez dans le livre, où un jeune homme décide de se faire percer l'oreille gauche et de mettre un anneau, autant dire que je me suis vu. Voilà, donc l'endroit où on met l'anneau en général, c'est l'endroit de l'œil. Et faire de l'œil à quelqu'un, c'est aussi une expression du langage populaire, la séduction. Il y a une... Alors, je vais vous lire un paragraphe, un petit paragraphe, mais qui est très explicite. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Simplement des pensées qui circulent et qui sont toutes puissantes. Le verbe intérieur ne cesse de se faire chair. Pas d'effet sans cause, pas d'acte sans conséquence, pas de réalisation sans désir, pas de geste sans projet. Fut-il essentiellement inconscient. Toute pensée doit être exprimée d'une façon ou d'une autre. L'absence d'expression verbale, l'aveu, d'une souffrance peut conduire à son impression dans le corps. Les mots MAUX pour le dire quand on n'a pas eu les mots MOTS pour le dire. Car toute pensée doit s'accomplir ou se transmettre. La vie spirituelle comme la vie psychique ou la vie biologique se résume à ces échanges permanents, émission, réception, donner, recevoir. Mais ces échanges doivent être équilibrés sans excès. Oui, effectivement, c'est toujours les excès. Et puis aussi notre manque d'accueil de la réalité quelque part. Alors, j'aimerais parler, je sais pas parce que ça n'est pas dans le livre, mais je l'aborde très peu. Une des façons de déculpabiliser les gens, puisque si on est responsable de nos symptômes quelque part, tout le monde me dit, mais alors j'ajoute un traumatisme. En fait, non. Ce qui est une fois qu'on a compris que notre inconscient, lorsqu'il rumine, est capable d'être capté par l'autre, comme d'une radio toute simple, effectivement, on va pouvoir analyser certaines situations où nous avons des reproches à faire à l'autre et en fait comprendre que c'est nous qui les avons induits parfaitement. Je prends un exemple tout à fait récent. Je reviens de faire une émission radio hier matin
Donc je reviens dans l'après-midi et je trouve sur mon pare-brise un PV de 11 €. Bon. J'avais mis mon caddie en tant que médecin à la gare, donc en principe je stationne pour mon métier et donc je n'ai pas à payer le pas. Donc je peux rentrer en pétard contre celui qui avait verbalisé, qui n'a pas vu mon casier, etc. Moi, je fais la démarche inverse, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'avais besoin d'avoir cette contravention de 11 €. Et alors, la conclusion? Alors, donner de l'argent, quand on vous demande de donner de l'argent, quelque part, l'argent, symboliquement, c'est de l'identité. Donc, si on me demande de donner de l'argent, c'est que j'ai ressenti qu'on me donnait trop d'identité dont je ne voulais pas. Et effectivement, la veille au soir, j'avais reçu un mail de mon éditeur qui me disait que c'était pas très brillant le livre que j'avais fait, que ça se vendait pas très bien, ce qui était une identité qui ne me plaisait pas beaucoup. De ce livre-là? De ce livre-là, oui, exactement, parce que nos relations sont ce qu'elles sont, quoi. Et donc, effectivement, j'avais besoin qu'on m'enlève cette identité, j'avais besoin de ce PV-là. Et la pervenche a parfaitement senti ça. Alors que ma voiture, elle la connaît parfaitement bien. Et le caducé et tout ça, c'est la même depuis des années et des années. Je stationne souvent à cet endroit-là, mais je n'ai jamais de PV. Mais là, j'avais besoin d'un PV et je l'ai eu, bien sûr. En tout cas, on pourra dire que... alors, si le livre marche pas, j'en suis grandement étonné. Alors déjà, j'ai dû, pour l'acheter la première fois, me rendre dans une très très grande librairie. Il n'était pas de prime abord visible. Un bon nombre de livres sortent d'un point de vue médical. Alors, c'est vrai que ce livre peut intriguer déjà, ne serait-ce que par le titre. Et si la maladie n'était pas un hasard, de la part d'un neurologue, on se dit, c'est quand même bizarre, quoi. Hein. Alors, là aussi, peut-être difficulté à promouvoir un livre qui dérange. Oui, bon, alors vous voulez mon intimité. Mon intimité, c'est la peur de la réussite. C'est-à-dire que quelque part, je risquerais, je pense, de faire une maladie, mais je ne sais pas laquelle. Mais je vous ai expliqué que quand des choses vont trop bien quelque part, effectivement, on développe des pathologies. Et je ne me sentais pas prêt du tout à vendre à quelques milliers d'exemplaires, ça me suffit largement. Et une idée d'aller beaucoup plus loin et de passer aux 10 000, enfin, c'était impossible. Et c'est ce contre quoi a dû lutter l'éditeur pendant longtemps. Parce qu'effectivement, je ne suis pas prêt psychologiquement, je me sentais pas prêt. Et au jour d'aujourd'hui, alors? Maintenant, ça va mieux. Maintenant que je vois qu'il y a des professeurs réputés qui prennent la peine de me contredire, même sans avoir jamais expérimenté la démarche psychothérapeutique, si on me donne de l'importance, c'est quelque part effectivement que ma démarche est importante. Et donc, elle va petit à petit se répandre dans le temps, je dirais. C'est intéressant que vous en doutiez vous-même. Il y a eu quelques livres dans ma vie qui m'ont été d'un grand choc, on va dire à tel point que j'en ai acheté des dizaines et je les ai distribués autour de moi. Ce livre en fait partie. Pour moi, ça a été une révélation. Mais pourquoi? Tout simplement parce que à travers ce livre, en le lisant, on peut nous-mêmes faire ce travail d'auto-analyse sur tiens, je me suis coupé à tel endroit, je me suis blessé, ou j'ai eu telle maladie, et de voir tout ce qui en découle, sans compter toutes les personnes autour de nous, nos amis, notre famille. C'est un livre ouvert. Voilà, on peut voir autour de nous et puis analyser par nous-mêmes ce que vous dites. Donc rien de sorcier, mais ça révolutionne tellement finalement notre conception de la vie même. Pourquoi? Parce que ça nous apprend à être responsable de ce que l'on pense, notamment de nos actions, à ne pas hésiter à dire les choses, à les exprimer. Combien sont ceux et celles qui, d'un point de vue psychologique, émotionnel, se blindent, ne veulent pas exprimer les choses parce que peut-être c'était dans les générations passées, on ne disait pas. Oui. On ne se permettait pas. C'est souvent, il ne dit jamais rien. Donc c'est vrai que c'est dans une certaine mesure révolutionnaire parce que ça nous incite à nous dire, voilà, nous sommes responsables de notre santé, de nos émotions, d'avoir à les exprimer, peut-être avec toute la diplomatie qu'il faut pour exprimer des choses pas forcément faciles à entendre, mais qui sont libératrices pour nous et peut-être et certainement pour les autres. Bien sûr, et puis donc apprendre à écouter les autres et à les laisser s'exprimer. Parce que dans un couple, par exemple, on se coupe tout de suite la parole en disant « Ah oui, mais toi, toujours tu... » Et voilà, non. Si on laisse l'autre s'exprimer, et quelque part, si ma femme faisait une maladie grave, je me sentirais une responsabilité de ne pas l'avoir laissé s'exprimer à un moment donné ou à un autre, bien sûr. Nous étions, parce que l'émission bientôt touche à sa fin, nous allons toujours en tout cas, avec le docteur Pierre-Jean-Thomas Lamotte, neurologue, qui a écrit ce livre aux éditions Le Jardin des Livres, que je vous invite grandement à vous procurer, d'une très très grande richesse, et en tout cas, s'il n'apporte pas des réponses, il vous amène à vous poser vous-même des questions, c'est déjà l'essentiel.
Et si la maladie n'était pas un hasard, apprendre à reconnaître les maladies développées par notre corps pour compenser nos grandes et petites déceptions émotionnelles et comment les éviter. Alors, quelle serait, je dirais, un peu justement votre actualité prochainement? Est-ce que c'est de promouvoir ce livre, un prochain livre en tête déjà? Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de choses en tête parce que la compensation symbolique, elle est partout et donc elle est dans nos accidents, elle est dans les délits, bien sûr. Donc plutôt que de vouloir réprimer un délit, il me paraît plus intéressant de faire la démarche. Quelle est la souffrance qui se manifeste sous ce délit? Quelqu'un qui fait des graffitis sur les murs, plutôt que de verbaliser et de lui donner de l'importance à sa compensation symbolique, quelle est l'identité et le regard dont il a besoin, en fait, puisque c'est ça, hein. Quand vous laissez des graffitis, c'est pour que l'œil soit attiré. Quelle est cette souffrance? Et d'écouter cette souffrance, et à ce moment-là, la personne n'a plus besoin de faire des graffitis. C'est une toute autre approche des comportements qu'on va dire anormaux, déviants, délinquants, etc. C'est toujours l'expression d'une souffrance. Donc, on ne punit pas une souffrance, enfin moi de mon point de vue, et c'est vrai que ça va bien plus loin donc que la maladie. C'est une révolution qui devra toucher le droit, mais là vraiment on s'avance effectivement dans sur un paquet d'œufs. On va marcher et puis on va casser tout parce qu'effectivement actuellement la tendance est plutôt à la reconnaissance de la victime de la maladie, mais victime de telle et telle chose. L'homme actuellement est vraiment en quête d'une reconnaissance de la culpabilité de l'autre. Et effectivement, pour moi, dans le fond, c'est toujours mon inconscient et sa rumination qui va déterminer les effets et les événements néfastes que je vis. Alors, que peut-on vous souhaiter, si ce n'est de trouver en tout cas des collaborateurs, des médecins ou toute autre personne qui soit à l'écoute de votre message, qui pourrait nous faire avancer grandement dans la compréhension de ce qu'est la maladie et comment peut-être nous en débarrasser à moindre frais. Vu ce que coûte à la sécurité sociale à l'heure actuelle les soins, et quand on voit finalement la simplicité avec laquelle on peut se libérer, voilà, il y a peut-être une très grande piste à ouvrir et à commencer à prendre en considération. Il y a peut-être des obstacles économiques aussi à surmonter, hein. Il y a des gens à qui ça ne plaira pas, mais non, je pense que les laboratoires pharmaceutiques auraient tout intérêt à axer leur recherche sur la phase psychique de la maladie, c'est-à-dire que peut-être qu'on va trouver des leurres ou réussir à intervenir sur ce dialogue entre le cerveau et les organes. C'est une recherche complètement différente, mais qui sera certainement beaucoup plus efficace. Car si vous allez essayer de combattre le symptôme sans couper la source au niveau de la rumination cérébrale, effectivement, c'est pas étonnant qu'on ait de nombreux échecs. Mais si vous vous intéressez à la phase psychique et cérébrale, peut-être effectivement à ce moment-là, nous aurons des possibilités nouvelles, y compris pour les laboratoires pharmaceutiques. Un grand merci, docteur Pierre-Jean-Thomas Lamotte. Et puis, on vous souhaite le meilleur, en tout cas, pour l'accueil de ce livre, qui, je vous le rappelle, est aux éditions Le Jardin des Livres. Et si la maladie n'était pas un hasard.